Nous allons bien sûr discuter aujourd'hui du mode de scrutin, qui en fait pose un certain nombre de problèmes, d'autant plus qu'il y a déjà des dispositions qui sont contenues dans la loi organique qui concerne les collectivités locales, enfin, tout au moins les modes de scrutin, à savoir les communes, les municipalités, et puis les mairies, et puis les conseils provinciaux et les conseils régionaux. Alors ce qui nous interpelle beaucoup plus, c'est comment lier entre le mode de scrutin direct, qui est une disposition constitutionnelle, et puis bien sûr un certain nombre de dispositions qui peut-être qu'il faudrait bien expliciter au niveau de la loi organique. Et c'est pour ça donc que nous sommes là et qu'on a appelé notre ami Antoine François qui va nous exposer bien sûr le cas français. Mais en votre nom, je remercie encore la Fondation Abdrahim Bouhabid et tous les présidents bien sûr des secrétaires généraux. Je tiens tout d'abord à vous dire que le bureau de l'association avait pris un certain nombre d'initiatives, notamment l'une qui en quelque sorte s'impose à nous au vu des changements que connaît notre pays en ce moment, à savoir bien sûr les contacts futurs, peut-être dans les jours à venir, des contacts à prendre avec Monsieur le Président du gouvernement, de nouveau, et avec le ministre de l'Intérieur, de façon à ce qu'on discute avec eux d'un certain nombre de choses qui nous interpellent. Et parmi bien sûr ces choses, c'est en fait le fait que l'organigramme d'abord du nouveau gouvernement n'a pas retenu l'aménagement du territoire et on parle de l'intégration des politiques sectorielles au niveau territorial, donc c'est quand même quelque chose qui, pour nous, en préparant bien sûr la nouvelle région, c'est quelque chose qu'il faudrait bien sûr discuter avec le président du gouvernement et peut-être avec le ministre de l'Intérieur. Mais en même temps, donc, en discutant de ça, nous avons retenu avec le bureau d'écrire à Monsieur le Président du gouvernement et à Monsieur le ministre de l'Intérieur afin de demander bien sûr une rencontre entre l'association, les présidents des régions et le président du gouvernement et le ministre de l'Intérieur. Deuxième initiative, bien sûr, j'ai eu l'occasion de voir Monsieur Rousset, qui est le président de l'ARF, ce sont des régions françaises, avec Monsieur François Pinault et Monsieur Bachy. Et nous avons retenu une rencontre de haut niveau entre tous les présidents de l'ARF et tous les présidents de l'ARM à l'occasion de la tenue de la foire agricole de Paris. Et dans ce cas-là, bien sûr, nous avons retenu avec la Fondation Abdrahim Bouhabid d'organiser un atelier sur la coopération décentralisée et peut-être la proposition d'un certain nombre de projets que nous allons proposer à nos collègues français. Sept enjeux qui sont les enjeux centraux, les quatre premiers étant les plus importants. Le premier enjeu, c'est celui de l'efficacité et de la question de la gouvernabilité de la région. C'est très important. La question, c'est de savoir quel est le mode de scrutin qui permet d'avoir une région qui soit gouvernable et qui soit efficace. Et là, nous avons un lien quasi automatique entre cette exigence qui peut être affirmée avec le scrutin majoritaire qui convient le plus à ce paramètre. Deuxième paramètre, c'est la représentation des sensibilités des citoyens. Alors évidemment, quand on parle de sensibilité des citoyens, à ce moment-là, on n'est plus dans forcément l'exigence d'efficacité ou de gouvernabilité, en tout cas à travers une majorité claire et forte, on est beaucoup plus dans un souci de meilleure représentation de l'ensemble des sensibilités qui existent sur un territoire au niveau du conseil régional. Donc on fait le choix de la priorité qui peut être accordée à la représentation sur la constitution d'une majorité, donc sur la stabilité et donc l'efficacité. Troisième paramètre qui est important, c'est la représentation des territoires, qui est en général davantage favorisée par des circonscriptions ou des
des sections infrarégionales, qui peuvent être par exemple le département, ou au Maroc la province ou la préfecture. Quatrième paramètre, enjeu politique plutôt, c'est que le mode de scrutin puisse faire émerger le fait régional, c'est-à-dire progressivement un intérêt régional, un intérêt général régional, disons, avec évidemment porté par des élites régionales, et non pas simplement des élites communales qui siègent dans un conseil régional. C'est très important. Cinquième point, paramètre politique très important, c'est la lisibilité du scrutin pour l'électeur. Si l'électeur ne comprend pas le scrutin, s'il ne sait pas pour qui il vote et pourquoi il vote, il ne se mobilisera pas. Donc ça c'est très important. Donc la simplicité du scrutin est un paramètre fondamental pour favoriser l'adhésion des citoyens à l'émergence de ce fait régional et de sa prise en charge par les élites. Sixième paramètre politique, c'est le fait de savoir est-ce que les élections régionales se déroulent avec une priorité donnée à des enjeux régionaux, ou bien est-ce que les élections régionales sont l'occasion aussi de sanctionner le pouvoir central, c'est-à-dire la majorité, disons, la majorité nationale au Parlement. Il arrive souvent, c'est ce qu'on appelle la logique des élections intermédiaires. Et c'est pour ça que la question du timing entre les élections nationales et les élections régionales est extrêmement importante. Si vous faites des élections nationales et dans la foulée, vous faites des élections régionales, il n'y aura aucun contre-pouvoir. Les élections régionales ne vont pas jouer, elles vont suivre la dynamique des élections nationales. Alors que si vous organisez des élections régionales après 2 ans ou à mi-mandat des élections nationales, vous avez la possibilité d'avoir demain des majorités au niveau régional qui sont différentes de la majorité au niveau national. Donc ce qu'on appelle la logique des élections intermédiaires. C'est pour ça que le timing n'est pas anodin, qu'il est important. Toute la question, c'est le choix qui est fait, les arbitrages qui sont rendus, pour trouver un équilibre après avoir choisi entre des paramètres à privilégier sur le mode de scrutin le plus approprié pour répondre aux ambitions, parce que c'est ça la question, c'est quel est le mode de scrutin que l'on veut mettre en place pour répondre aux ambitions affichées aujourd'hui par le Conseil régional. Un mode de scrutin qui permettrait d'une part de favoriser l'émergence du fait régional, c'est important, politiquement, de permettre l'identification du citoyen à sa région, pour que le vote régional ait un sens pour le citoyen, comme il peut l'avoir pour le vote communal aujourd'hui ou pour le vote national, que le vote porte sur des enjeux régionaux, et non pas sur des enjeux locaux ou des enjeux nationaux, ça aussi c'est important. Donc c'est l'idée du modèle français d'introduire une liste régionale et non pas une liste aujourd'hui provinciale ou préfectorale, avec des sections provinciales et préfectorales. Le deuxième point qui me semble intéressant d'examiner, peut-être dans une perspective de discussion avec le gouvernement ou avec les élus sur la question, c'est l'opportunité, pour arriver à cela, de mettre en place une prime majoritaire, ou des possibilités de fusion de listes. Donc on peut combiner le souci de représentation politique, c'est important, c'est légitime en tout cas, mais on peut aussi favoriser les listes qui arrivent en tête pour pouvoir garantir la gouvernabilité. Imaginez politiquement un conseil régional qui serait mis en place avec une proportionnelle comme celle qui est mise en place aujourd'hui, qui est rendue ingouvernable parce que les majorités sont instables, ou parce qu'elles résultent de tractations qui sont occultes pour les citoyens, et donc pour lesquelles les citoyens rejettent, que les citoyens vont finir par rejeter. Et ça serait un mauvais exemple comme point de départ pour la régionalisation avancée. Nous qui voulons. Alors que si on arrive à dégager une majorité claire pour les régions, c'est important pour commencer la régionalisation que le Conseil régional puisse d'emblée pouvoir exercer dans des conditions relativement stables et saines ses prérogatives. Donc l'idée d'une prime majoritaire est à examiner, ou même la possibilité de fusion de listes ou de vote préférentiel. Tout ça, ce sont des possibilités qui permettent de dégager des majorités claires et qui permettent aussi aux citoyens de se prononcer sur ces majorités qu'il veut, lui, en amont, dans le vote. Et enfin, la question de l'alternance homme-femme, est-ce qu'il vaut mieux pas demander des listes
dans les listes où il y a une alternance homme-femme, peut-être 2 femmes, 2 hommes, 1 femme, ou, plutôt que faire une liste à côté avec des femmes toutes seules. Bon, c'est aussi une question qui est à examiner. L'essentiel de la réflexion doit porter sur ce que l'on souhaite pour les régions en matière de contenu des politiques et de capacité à agir s'agissant des compétences qui leur sont conférées par la loi. En 82, donc, on a une loi qui est une loi fondatrice pour nous, puisque la loi fixe les droits et libertés des régions. La Constitution est révisée pour inscrire la libre administration des collectivités territoriales et donc des 21 régions qui rejoignent les communes et les départements dans la liste des collectivités reconnues par la Constitution. La loi de 82 instaure aussi une élection au suffrage universel. Et puis un élément fondateur pour nous, c'est la suppression de la tutelle de l'État. En précisant que les régions sont administrées aux côtés des représentants de l'État, mais on n'a plus la tutelle en 82. En 85, c'est donc là qu'ont lieu les premières élections régionales, avec un mode de scrutin que je vais donner par ailleurs. Un point quand même qui est important, c'est qu'on oublie souvent que les collectivités régionales françaises ont 2 chambres. Une chambre consultative, c'est le Conseil économique et social régional, qui est devenu d'ailleurs depuis peu le Conseil économique, social et environnemental régional, qui est composé de représentants de la société civile, nommés par le préfet de région. Les Césaires ont pour compétence d'être saisis ou par le président de région, ou de s'autosaisir de sujets régionaux sur lesquels les représentants de la société civile donnent leur avis. Les modifications qui interviennent en 99 sont les suivantes. On aligne le mandat des conseillers régionaux à 5 ans sur le même rythme que le mandat national. On était sur un septennat auparavant, on passe sur un quinquennat présidentiel, on aligne le mandat des élections et municipales et régionales à 5 ans. La deuxième chose, on instaure le cadre électoral régional et non plus départemental. Donc la circonscription d'élection, c'est bien la région, avec des sections départementales. Je vais y revenir. L'élection se fait au suffrage universel, avec un scrutin de liste qui passe à 2 tours, et non plus un seul. Et on esquisse, à l'époque, l'idée d'une prime au vainqueur. Les éléments, je passe rapidement dessus, je vais y revenir, même s'ils sont fondateurs, de cette loi de 99, n'ont pas été mis en tant que tels en application en raison d'une alternance gouvernementale, mais ils sont repris dès 2003, pour préparer les élections de 2004, par la loi qui aujourd'hui est en vigueur. Tout d'abord par un changement de la Constitution. La Constitution dit aujourd'hui que si la France est une république indivisible, son organisation est décentralisée. Donc la Constitution instaure la décentralisation dans les règles d'administration du pays. Aujourd'hui, notre scrutin, c'est quoi? On a un scrutin qui est à la croisée des chemins. On a tenté de favoriser le plus de critères possibles sans pour autant trancher en faveur de l'un ou de l'autre. On a un scrutin qui tente de concilier la représentation proportionnelle, la recherche d'une vraie majorité, l'émergence du fait régional et l'équilibre avec les expressions départementales. Et je le rajouterai parce qu'il est arrivé après, le genre homme-femme. Alors aujourd'hui, l'élément principal dans le mode des élections régionales, c'est la prime au vainqueur. La liste ou qui obtient la majorité absolue au premier tour, ou qui est en tête au deuxième tour, a une prime majoritaire de 25% des sièges. Les sections départementales, elles sont
clairement visible sur un bulletin de vote. Le bulletin de vote est bien régional. L'élection du président, il est donc clairement désigné dès la constitution de la liste. La complexité en fait de ce système de vote, mais également avec l'expérience française, on a vu qu'ils sont venus de très loin. Donc, arriver jusqu'à la parité totale, je pense que nous ne devons pas arriver. On ne va pas commencer avec ça tout de suite. Mais d'un autre côté, je suis personnellement étonné qu'il y ait déjà une loi qui est là, qui est sortie au mois d'octobre, pour laquelle il n'y a pas eu un débat. Enfin, la question que je pose, est-ce que cette loi sera revue? Mais je pense que l'initiative de notre association est très importante. Il va falloir mener un débat d'abord au niveau de notre association, mais également au niveau de nos régions, et participer à mettre en place, parce que je pense que ce système de vote est un préalable important pour la mise en place de la régionalisation avancée. Et je poserai la question aussi de cette élite, comment émerger l'élite dans les régions, étant donné qu'on connaît le système de vote dans notre pays. Je pense que en fait, les élites ne sont pas très sollicitées, on connaît tous le système de vote. Donc quel mécanisme pour encourager l'émergence des élites qui vont gouverner? Sinon on va rester dans un système de régionalisation avancée. On n'a pas de vrai manager de la région. Je crois que ce qui est difficile, il faut le dire, c'est qu'en même temps, on voudrait avancer sur ce chantier, en tout cas inaugurer ce chantier de la régionalisation en faisant émerger tout un certain nombre de considérations, enfin en se donnant le maximum de chances pour faire émerger le fait régional de la façon la plus tangible, dans un processus qui prendra forcément du temps. Et cette logique-là devrait nous conduire à choisir un type de mode de scrutin qui n'est pas forcément le mode de scrutin que l'on aurait choisi compte tenu de la conjoncture politique que nous connaissons aujourd'hui au Maroc et du fait que nous sommes à la veille de ces élections-là. Si les élections devaient se produire dans 2 ans, la sérénité pourrait nous conduire à envisager un mode de scrutin qui permette de faire avancer la régionalisation comme on veut la faire avancer. Conseil régional, Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général de la Fondation Saad Rahim Bouabi, honorable présence. Tout à l'heure, j'ai deux questions, 2 précisions plutôt pour Monsieur François-Antoine. Quand vous avez parlé du mode de représentation bicamérale, est-ce une spécificité de la région sud en France, ou est-ce que ça concerne toute la région de la France? Si c'est le cas, cette deuxième chambre, qui est comme un rôle consultatif, est-ce qu'il est élu de la même façon que la première chambre? Il n'est pas d'évolution du mode électoral qui n'ait pas été accompagné de l'État par un transfert de compétences clair aux régions. Je pense aussi que la lisibilité de l'action des régions, l'émergence du fait régional et l'appropriation des habitants à leur région et à une élite régionale, elle est due aussi beaucoup au système de décentralisation d'un certain nombre de compétences qui a été très clair. À notre sens, pas suffisant encore, mais évolutif dans le temps. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ونحن على بعد في أقصى الحدود 9 أشهر من الانتخابات. هذا ولو لم يعني لا توجد لدينا أجندة حاليا، ولكن لماذا نقول أقصى الحدود 9 أشهر؟ لأن في يعني
سبتمبر المقبل ستكمل الجهات الجزء الأول، يعني تجديد مسألة التجديد، يعني سنتمم 3 سنوات. لا يعقل بأنه نتمم 3 سنوات ثم نمر إلى التجديد وبعد ذلك نمر إلى انتخابات بعد. هذا ليس من المعقول. هذا ربما ما يحتم شيئا ما أن تكون الانتخابات قبل يعني سبتمبر المقبل، ولكن قبل سبتمبر المقبل ولحد الآن نحن لا نعرف، ليس لدينا القوانين يعني ومراسم القوانين المنظمة لم تجهز بعد، وهذا كما قال الأستاذ يتطلب ونقاشات كبيرة داخل البرلمان. هل هذا الوقت كافي لكي تكون انطلاقة بالفعل لجهوية موسعة ستنقل نمط الحكام المنتظر، وكذلك بالنسبة لتوجه المستقبل وما نراهن عليها جميعا لنقلة نوعية كما قلت للحكامة ولا ديسنتراليزاسيون في البلاد. يكفي 9 أشهر لهذا الأمر. هذا السؤال يبقى مطروح. Ça d'aujourd'hui, nous allons aussi le faire et vous le remettre. Moi, je voudrais insister sur un point pour terminer. Il me semble que le temps qui nous sépare des élections régionales ou communales, qu'elles se passent au mois de juin ou là au mois de septembre, effectivement est un délai serré. Ça, on le sait. Mais en même temps, je pense que c'est l'occasion que l'Association des régions du Maroc puisse essayer de prendre une position commune sur cette question du mode de scrutin. Est-ce que la loi telle qu'elle est faite est suffisante ou pas? Est-ce que, moi, il me semble que par rapport au compte-rendu qu'on va vous remettre, au document qu'on va vous remettre, il est possible d'explorer ensemble, vous en tant qu'association de régions, pour savoir si on peut apporter quelques modifications au texte existant aujourd'hui, et qui ne prendra pas plus de place si l'association arrive avec une position commune. On peut faire des modifications qui sont des petits amendements au texte actuel, mais qui vont changer énormément de choses pour ne pas reproduire le système, au moins le corriger au minimum. Il n'y aura pas un système électoral qui sera parfait, ni un mode de scrutin encore qui sera définitif, mais au moins il permettra de ne pas reproduire les erreurs que nous avons aujourd'hui avec le scrutin indirect. Il me semble que c'est important et que c'est à vous, et là je vous interpelle, Monsieur le Président, pour que vous puissiez réunir sur la base du compte-rendu de travail l'ensemble des présidents de région sur cette question-là, avant même de voir le Premier ministre, pour évoquer avec eux l'opportunité de venir avec une position commune, ou en tout cas des propositions d'amendement du texte actuel qui a été adopté, avant même que le décret d'application ne soit mis en œuvre dans les jours qui viennent. Donc je ne vois pas, il n'y a pas, en tout cas, dans tous les cas de figure, l'Association des régions du Maroc gagnerait à prendre une position publique sur ce sujet-là. Dans tous les cas, qu'il y ait modification ou pas, que le gouvernement accepte ou n'accepte pas, il est important qu'elle marque le coup sur l'importance que cette régionalisation commence du bon pied, et que pour qu'elle commence du bon pied, tout le monde a compris que le texte a été adopté en 48 heures au Parlement, sans débat, et qu'un débat est demandé, et que éventuellement, si à l'issue de ces débats, il apparaît une convergence de vues sur quelques aspects, des amendements apportés, notamment peut-être sur la prime majoritaire ou sur des aspects de ce type-là, on verra, qu'elle puisse le faire. Mais en tout cas, l'ARM, à mon avis, devrait prendre position sur cette question. J'ai une petite réponse à M. Bouhabid, c'est que ce que vous venez de proposer, nous sommes tous conscients de ça. Et au cours de la dernière séance du travail du bureau, il a été soulevé par M. le Président, et on s'est mis d'accord pour qu'on se mette d'accord, tous les présidents, toutes les régions et toutes les sensibilités, et on doit avoir une visibilité des choses, on doit être convaincu de notre plan, de notre feuille d'action.